Hello Nancy, Hello comment tu Janice, vas? je vais bien et toi? Très bien, ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis trop contente de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de blanchiment Mhm, d'argent, sécurité mhm. financière. Nancy, tu vas te présenter. Ce que je sais, c'est que tu es experte en sécurité financière et lutte contre le blanchiment d'argent. C'est tout. Pour le reste, je te laisse te présenter ton parcours, ce que tu as fait, ce que tu fais aujourd'hui. Et voilà. Chez Forbis Maza, donc anciennement Maza, c'est un cabinet de conseil. Donc principalement, on accompagne les entreprises dans la transition, particulièrement moi sur le volet sécurité financière. C'est plus aider les entreprises à comprendre les enjeux et aussi à mettre en place au sein des entreprises des dispositifs pour lutter contre le blanchiment de capitaux. Donc ça peut être des entreprises, comment dire, des institutions financières ou ça peut être... on va rentrer dans le vif du sujet. On appelle ça des EPF FND, donc les établissements et professions financières, des entreprises qui n'ont pas de fonction financière, donc qui ne sont pas des banques et autres, par exemple des hôtels, donc qui ont besoin de lutter aussi contre le blanchiment puisqu'ils sont assujettis. Donc on les accompagne dans cette transition. Donc avant ça, j'étais en France, donc j'y ai suivi une partie de mon cursus scolaire. J'ai fait un master en audit et contrôle de gestion, mais comme j'étais vraiment attirée par la conformité, j'ai fait un MBA, donc en plus en conformité et gestion des risques. Donc ce qui a fait que j'ai pu me spécialiser donc en conformité et sécurité financière. Donc voilà, Et de ce que j'ai c'est compris, tu es ça. consultante dans un Mhm. cabinet de conseil, Exactement. Lazare. Avant, tu Mhm. travaillais dans une banque Mhm. en C'est France ça. où tu as suivi une partie de C'est tes ça. études. Tu as fait un master en audit et C'est gestion ça. des risques, conformité bancaire. Et par la suite, tu as fait un MBA. Donc, t'as un MBA. Et c'est à la suite de ce MBA que tu es rentré en Côte C'est ça. d'Ivoire pour travailler dans la sécurité financière, le blanchiment, parce que tu te sentais plus attiré par C'est cela que ça. l'audit. Exactement. En français, facile, parce que on a bien compris que tu es en cabinet, que tu es consultante, mais nous, on s'y connaît pas. Donc, en français, facile, en français ivoirien, parce que nos auditeurs sont la plupart ivoiriens. Donc, en français, facile. C'est quoi un consultant en sécurité financière? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Est-ce qu'il surveille nos Mhm. comptes? Et c'est quoi le blanchiment Ok. et tout D'abord, je ça, vais voilà, partir de la définition de concrètement. consultant. Donc, un consultant, c'est un peu comme ce que Janice fait, on va dire. C'est une personne externe en entreprise qui travaille soit de manière seule, individuelle, ou qui travaille avec d'autres personnes donc en cabinet et qui va accompagner des personnes ou des entreprises dans leurs besoins. Par exemple, Janice, ça sera en droit, nous, ça sera en sécurité financière. C'est quoi la sécurité financière? Donc, on va déjà aller enfin, en général et descendre plus spécifiquement sur le blanchiment. La sécurité financière, c'est l'ensemble des règles qui vont permettre de garder, de sécuriser notre argent, en sorte que notre argent soit en sécurité, en griffe, et ne serve pas à des crimes ou des délits. Maintenant, parmi ces crimes ou ces délits, il y a le blanchiment de capitaux. Sécurité financière, il y a d'autres types de dangers. Là, il y a la fraude, il y a la corruption, tout ce que vous pouvez connaître qui est en lien avec l'argent et qui met en péril, on va dire, une entreprise ou en tout cas la sécurité de l'argent. Le blanchiment de capitaux, bon, on entend beaucoup parler. Déjà, je veux préciser qu'on ne dit pas blanchissement, on dit blanchiment de capitaux. On ne dit pas blanchissement d'argent Et et tout. Le mot, c'est blanchiment. Parler de blanchiment, déjà, je vais donner une définition pas légale, etc. Une définition terre à terre. Donc, blanchiment, ça vient du fait que tu ouais, gagnes de l'argent. On va prendre un exemple tout simple, banal, de la vie de tous les jours. Imaginons, vous marchez dans la rue, tout simplement, et vous ramassez de l'argent. L'argent n'est pas à vous. Vous avez mhm, ramassé, alors mhm. disons, 15 millions dans une enveloppe ou dans une mallette, etc. Bon Ok. sens voudrait que vous alliez vers les autorités compétentes, dire que vous avez ramassé l'argent et tout. Mais bon, on se connaît,
On va se Le dire, bon c'est le sens. Seigneur qui a mis ça sur notre route, etc. Et garder l'argent à la maison. Sauf que cet argent, il va devoir être dépensé. C'est une grosse somme, c'est 15 millions, ça va devoir être Mhm. dépensé. Vous avez deux choix. Soit vous allez aller déposer l'argent à la banque, donc ça va rentrer dans la banque, etc. Mais la banque, si la banque n'est pas assez vigilante, donc c'est là le travail du consultant, si la banque n'a pas de moyens de vous demander pourquoi vous déposez, d'où vient l'argent, ben la banque va accepter et de même vous allez payer par exemple des terrains avec, etc. On dira que vous avez blanchi l'argent. Ou alors vous allez garder l'argent à la maison, vous allez acheter des terrains, peut-être une villa, et les revenus de cette villa, les loyers, etc., vous allez déposer sur le compte. Quand on va vous demander d'où l'argent vient, pour ne pas dire j'ai ramassé l'argent, etc., vous direz ça vient de mes loyers, etc. Mais d'où viennent ces loyers-là? Ça vient d'une origine qui est douteuse, parce que vous-même, vous ne saurez même pas justifier d'où vient l'argent. Dans les deux cas, c'est du blanchiment. Ça paraît anodin, on se dit, ah, moi, je ne peux pas blanchir l'argent, etc. Mais la loi ne dit pas que l'argent doit forcément provenir de crimes ou de délits. On dit que si l'argent a une origine douteuse, non plus largement, on dira que c'est l'argent qui vient de la prostitution, l'argent qui vient du trafic de stupéfiants, l'argent qui vient de la corruption. Quand vous êtes fonctionnaire, que vous acceptez les petits 10 000 francs, 2 000 francs pour faire vite les certificats de nationalité, tout ça, c'est du blanchiment parce que finalement, vous allez devoir justifier l'origine de ces fonds. Donc, c'est ça, en fait, c'est de fait d'avoir de l'argent D'accord. d'origine illégale ou douteuse et de le faire rentrer dans le système financier normal et tout. C'est ça le blanchiment. Je vais donner un exemple, vous allez comprendre. Dans le blanchiment, il y en appelle des infractions Mhm. sous-jacentes du blanchiment. Donc, les infractions sous-jacentes, il y a la fraude, il y a le vol et tout ce que j'ai cité après, trafic de stupéfiants. Pourquoi on appelle ça infraction sous-jacente? D'accord. Ça veut dire les infractions qui en découlent ou qui contiennent en fait le blanchiment. Parce que toutes ces infractions, donc la fraude, la corruption, le vol, etc., l'argent que tu vas obtenir de ça, en fait, tu vas devoir l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Donc, oui, on lutte contre la fraude et tout ça parce que ce sont des infractions sous-jacentes du blanchiment. Je mets 10 euros, 10 euros. Et sur 5 ans, je suppose que j'aurai un montant Ok. énorme. Donc, à quel moment on pourra dire que je blanchis parce que c'est mon argent que j'ai économisé. Je n'ai pas voulu le mettre à la banque à cause des Mhm, intérêts. Parce qu'il y a des mhm. frais bancaires qui seront prélevés par. Donc, pour éviter ça, que j'économise mon argent pour pouvoir investir plus tard dans un projet qui me tient Ok. à cœur. Maintenant, lorsque j'aurai suffisamment d'argent et que je voudrais concrétiser ce projet, par exemple, construire Ok. une maison, je dis que bon, ça, à quel moment vous dites que cet argent-là, ça vient du blanchiment. Et moi, comment je peux prouver ça? Est-ce que je viens avec ma caisse? Parce que vous me direz, mais qu'est-ce qui prouve que j'ai pas pris mon temps pour C'est mettre. vrai. Non, mais tu vois, alors que je suis quand même une C'est honnête une très très personne. belle question. Donc, voilà. Je reprends, tu as une caisse à la maison et tu mets 10 Oui. euros. Moi, je ne dis pas que c'est Non, c'est vrai. un C'est un exemple. exemple. Les Tu gens mets vont, 10 euros dans la caisse chaque vont jour. me braquer. Mhm. D'où viennent les 10 euros? Dans ton cas, ça sera même pas compliqué. Si, il faut avoir une trace juste sur ton relevé qui prouve que tu retires 10 euros ou un montant similaire, donc 50 ou 10 euros, 20 euros, et que on voit que c'est récurrent, chaque mois tu fais un retrait particulier de cette somme-là. Si tu fais jamais de retrait et que par exemple, nous on analyse ton compte, on se rend compte que tu n'as jamais fait de retrait en espèces. Tous tes achats, c'est soit des virements, soit des décaissements par carte bancaire. Et puis toi, tu épargnes 10 euros par mois. C'est pas cohérent en fait. Tout part de la cohérence. Si on se rend compte que effectivement par mois, tu retires même 200 euros par mois en espèces, on peut se dire que dans les 200 euros que tu retires, se trouvent les 10 euros que tu mets dans ta caisse. Ça va d'une cohérence. Mais si tu nous dis, moi j'ai épargné 10 euros par jour pendant 5 ans, donc ça fait beaucoup, hein, mais moi, si ton compte, pendant une année par exemple, il n'y a jamais eu de retrait d'espèces, ben d'où vient l'argent? Il faut justifier l'argent. Donc, ce que je veux D'accord. préciser, par question que tu as posée,
Avant de travailler en cabinet, moi, je travaillais en banque. Donc, c'était mon travail de faire ce que je viens de faire. C'est-à-dire, un client fait une opération ou bien a un comportement bizarre, on prend son compte, on analyse son compte, on analyse son comportement. On avait même, donc en France, tu as la possibilité de faire ce qu'on appelle demande à un tiers. Et le tiers, ça peut être une autre banque. Imaginons, chez nous, tu as un compte, mais tu as Mhm. un compte au crédit. Genre, chez nous, par exemple, nous, à la BNP, tu as un compte au crédit mutuel. Tu ne fais pas de retrait d'espèces chez nous, mais on sait que tu as un compte au crédit mutuel où tu touches aussi des revenus. On peut demander au crédit mutuel de nous fournir une partie de tes relevés pour s'assurer que ce que tu nous racontes est cohérent. De toutes les manières, on aura la réponse d'une manière ou d'une autre. Tout ce que vous faites, il y a quelqu'un qui regarde. Il y a pas de vie privée. Et c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire, en fait, nos comptes sont surveillés. Nos comptes sont surveillés, tout simplement. Et en Côte d'Ivoire, est-ce que tout le monde déjà a un compte en banque? Avec énormément d'argent sans aller les mettre C'est à la ça. banque. Tu sais, tout à l'heure, je me disais, moi, je suis en France, donc on va interroger mes relevés. Mais ces personnes-là qui ont assez d'argent sont les commerçants de chez nous, mais qui ne gardent pas leur argent en Mhm. banque. Comment vous faites la différence? Donc, comment vous saurez qu'elle a vendu, je ne sais pas, 10 sacs par mois? Parce qu'il n'y a même pas de reçu. C'est ça. Enfin, on ne donne pas de reçu qu'on achète. Comment vous tracez toutes les transactions là pour blanchir les gens? Bon, quand je dis blanchir, c'est-à-dire Le enlever doute, la la suspicion. suspicion Ok. sur le Mhm. doute sur, voilà, sur cette personne. Bon, le taux de bancarisation est de moins de 20%. Donc, la Ouais. problématique est réelle, vraiment très réelle. Je dirais, déjà, avant de répondre à ta question, je pense que des institutions comme Wave, Orange Money sont venues diminuer. Alors, ici, pour ne pas te dire un taux de bancarisation, comme le taux de bancarisation est très bas, on parle d'inclusion financière. Parce qu'il part du principe que tu peux ne pas être bancarisé, mais avoir recours à une institution financière, donc style Wave, Orange Money, les microfinances et tout. Donc, je pense qu'avec Wave, le taux d'inclusion financière est un peu plus élevé. Parce que comme la dame qui vend, je sais pas, des oranges et tout, maintenant, elles ont tendance à avoir Wave. Or, Wave est assujetti D'accord. à la lutte anti-blanchiment. Donc, intrinsèquement, eux, ils font le travail qu'une banque aurait fait. Mais c'est plus compliqué de surveiller un compte Wave que de surveiller un compte bancaire. Parce que comme tu as dit, les flux qui rentrent n'ont aucun, en jargon de sécurité financière, on dit aucune justification économique. Tu ne pourras pas justifier. Elle aura beau t'expliquer. Le doute va persister. Parce qu'elle peut te dire, moi, je vends des Mhm. oranges pour 100 000 francs par jour. Toi, tu ne peux pas dire qu'elle ment. Tu ne peux pas aller t'asseoir aussi à son étable pour vérifier une journée elle vend vraiment 100 000 francs d'oranges. Elle n'a pas de reçu non plus de ses fournisseurs. Elle aussi, elle ne fait pas de reçu. Une vraie On part problématique. du principe de la bonne Parce foi que- et comme je Mhm. t'ai dit tout à l'heure, de la cohérence. On part du principe de la cohérence. Il y aura des études, etc. Ok. On sait, on va savoir, elle va pas venir nous dire qu'elle vend 1 million d'oranges par jour. Il y a une sorte de fourchette dans laquelle on va la mettre. Et si cette fourchette est dépassée, à ce moment, on va se poser des questions. Et avec Wave, c'est plus cohérent. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu as un achat, moi, quand tu achètes avec Wave, la personne fait l'achat, pose l'argent sur Wave, fait un suivi, ça fait comme si c'est limite un tableau de comptabilité. C'est compliqué. En fait, en C'est Afrique, ça. c'est compliqué la surveillance. Et peut-être que c'est là où on va arriver sur la problématique du sujet. C'est pour ça que la majorité des pays africains se retrouvent sur les listes. Notre secteur C'est ma question. informel C'est ma question. Attends, je te la pose. Je te développé. la pose. Je te la pose. Je te la laisse là. Pourquoi la Côte d'Ivoire est sur quelle liste? La liste grise, sous surveillance. Voilà. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de ce que tu es en train de me dire? Parce que aujourd'hui, de plus en plus, parce que sur TikTok, sur TikTok, on a des vendeurs qui te font des bénéfices énormes avec juste la vente de Placali. En fait, souvent, je me dis, mais je devrais rentrer en Côte d'Ivoire et me lancer dans la vente de C'est Placali ou de c'est ça. Garba. Parce qu'en fait,
On voit des posts de, ah, j'ai eu 20 millions aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai On mangé du dirait les placali. Ivoiriens, Je me c'est dis, le waouh. deuil. En fait, l'exemple que tu as donné, Mhm. l'exemple, ce qu'on est en train de dire tout à l'heure, c'est typiquement l'une des raisons pour lesquelles on est sur les listes. Le fait que le secteur informel est tellement développé que même si on met un moyen de surveillance, on ne pourra pas écarter le risque de blanchiment. On ne pourra pas. Ça nous est reproché à chaque évaluation mutuelle parce que parce qu'on peut pas, enfin, l'État fait ce qu'il faut, enfin, je pense, hein, mais c'est pas dans notre nature. Tu vois, moi, j'ai eu à faire des missions au Mali, par exemple. On accompagnait des banques qui nous disaient que eux, pour eux, c'est normal qu'un client vienne avec sa mallette de 100 millions faire un dépôt. Ils ne lui posent pas de questions parce qu'au Mali, Oui, les tout à gens fait. gardent l'argent 100 millions sous leur lit. C'est pas du vol, c'est comme ça, ça fait partie de la culture. Et on est tellement attaché à ce côté culturel, coutumier d'avoir l'argent et tout, que franchement, hein, je sais pas, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, après c'est justement notre travail, peut-être dans 50 ans, on va arriver au niveau de certains pays européens. Mais pour l'instant, là, on va tourner, on va rester un peu sur la liste. Déjà, je vais expliquer comment on fait pour arriver sur la liste. Ah, donc tu penses qu'on va jamais quitter cette liste-là? Ah, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Parce que les critères qui sont... je vais expliquer comment on fait pour rentrer sur la liste. Peut-être tu vas comprendre pourquoi on peut pas... C'est comme un cercle vicieux. Mhm. Le GAFI, déjà, c'est groupement d'action financière. C'est un truc international, c'est mondial. Bien sûr, c'est représenté par les pays de la... Je sais pas, c'est G8 ou G7. C'est plus comme s'ils sont 7 ou sont devenus 8. Je crois que la Russie n'est plus dedans, donc c'est devenu G7. Donc, c'est eux qui gouvernent en griffe le monde. Mhm. C'est eux qui vont donner les règles concernant le blanchiment. C'est eux qui veillent à la sécurité financière du monde entier. Donc, c'est eux qui fixent les règles. Et eux, ils ont fixé 40 recommandations concernant le blanchiment et puis 9 recommandations concernant le financement de terrorisme. Donc, ces 40 recommandations-là, forcément, ça sera basé sur ce que eux ils font de standard dans leur pays ou alors ce qu'ils veulent, Tout à fait. là où ils veulent arriver à leur pays. Oh, nous-mêmes, on n'est même pas là où ils sont. Et comment on va faire pour arriver là où ils veulent arriver? Et en fait, le GAFI, le GAFI fait les règles. Enfin, dans chaque région, il y a une sorte de sous-GAFI. Chez nous, en Afrique de l'Ouest, ça s'appelle le GIABA. Donc, GIABA. Et eux, c'est eux qui vont faire ce qu'on appelle les évaluations mutuelles. Donc, ils vont venir en Côte d'Ivoire, ils vont évaluer le niveau, le dispositif de blanchiment du pays. Mais quand on évalue le pays, on évalue aussi les entreprises, les personnes. Et c'est compliqué à mettre en place parce que les recommandations sont souvent un peu décorrélées Déconnecté de de notre notre réalité. réalité. Vraiment Ok, déconnectées de notre réalité. ok. Donc c'est compliqué. Donc aujourd'hui, avec le secteur Mhm. informel, c'est compliqué justement de remplir les critères qui ont été édictés par ces grandes puissances-là. Mais est-ce que tu penses que nous-mêmes, à notre niveau, en Afrique, on peut se créer nos propres règles qui prennent en compte nos réalités? Mhm. Est-ce que c'est quelque Ça chose à serait quoi comme envisager? règle? Nos règles actuelles là, favorisent le blanchiment de Non, je ne capitaux. sais pas. C'est pour ça qu'ils veulent qu'on avance. Parce que Ah, je te donne un exemple. J'ai entendu comme toi des dames commerçantes slash influenceuses dire qu'elles font 3 millions de chiffres d'affaires. Bon, et quel économiste ivoirien, africain, qui a déjà fait une étude sur le marché du placali, qui peut venir nous démontrer que effectivement son chiffre d'affaires correspond au chiffre d'affaires moyen d'une vendeuse de placali? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, ok. elle va venir déclarer ce qu'elle veut. D'accord. C'est vrai ou c'est faux. On prend en acte. Quand elle va venir déposer 3 millions, la banque va apprendre à ne pas lui poser des questions. Parce que, comme j'ai dit, tout est une question de cohérence. C'est cohérent avec l'activité qu'elle a déclarée. On peut aller sur, on peut aller sur une autre entrepreneuse slash influenceuse. Un matin, qui nous a dit qu'elle, son spa, elle fait 1 million par jour. Qui va aller s'asseoir? Non, tu vois, en fait, le,
conditions même du pays ou du continent même favorisent même le blanchiment. Tu vois? Parce que déjà en France, une boulangerie, l'inspecteur des impôts, l'inspection des impôts ou même une autre, ou bien même l'Institut des statistiques, a déjà fait une petite étude sur le chiffre d'affaires moyen d'une boulangerie. La banque a déjà une base. C'est compliqué. Quelles règles on mettrait en place? On n'a pas d'économistes qui font des études sur les trucs. Chacun s'élève, chacun dit pour lui. Qu'est-ce que tu vas venir dire? Il y a les influenceurs aussi qui font un collecte de fonds. Il va venir te dire que non, eh, Oui, 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 oui. j'ai collecté 30 millions. Ça vient de qui? Normalement, dans la réglementation, on est censé identifier pour chaque don levé de fonds, chaque donateur. Lui, il ne peut pas identifier chaque donateur. Normalement, dans la réglementation, là, on est obligé de. Mais les gens viennent, peut-être même, c'est même pas quelqu'un qui a donné. Lui-même, il a son activité là-bas illégale. Il vient, il prend 30 millions, il dépose dedans, il dit, ah, ça fait le don. Qu'est-ce qu'il prouve qu'il a vraiment donné ça à la personne? En fait, non. C'est culturel. C'est culturel. On n'est pas prêt. On n'est pas encore prêt. Même dans les entreprises, hein, souvent tu dis quelque chose, le chargé de conformité qui est censé avoir une vue réglementaire. La conformité, c'est basé sur la loi. Avant, quand tu faisais de la conformité ou de sécurité financière, la majorité des profils, c'était des juristes. Parce que c'est beaucoup de lois à connaître. Voilà. D'accord. Mais le chargé de conformité, même dans la banque, va te dire, oui, mais on va faire comment? C'est lui-même, il est comme dépourvu d'âme. Il a comme baissé les bras. Il a comme baissé les bras. Il faut dire aussi que les entreprises, les banques, elles sont pas nées pour mourir. Donc, elles doivent faire un chiffre d'affaires. Elles vont pas chasser les clients parce que mais elles n'auront plus de clients. Elles n'auront plus de clients. Un autre fait qu'on voit sur... En fait, il y a des choses qu'on voit, tu vois sur les réseaux sociaux. Pour une personne X, c'est normal, mais ça te choque un peu. Mais pour nous qui faisons la conformité, tu te dis, mais genre, what? Tu vois, les gens vont payer des voitures en espèces avec 30 millions. La réglementation dit que à partir de 5 millions en espèces, tu dois pouvoir, l'entreprise doit pouvoir refuser le paiement en espèces ou alors déclarer à la CENTIF. Ils prennent 30 millions là, ils vont déposer à la banque accepte. Pourquoi? La banque ne peut pas chasser son client. Si c'est son client lui rapporte, elle doit toucher des commissions. On dit les banquiers ont l'argent, il faut payer les salaires et tout. Ils sont nés pour avoir l'argent, ils ne sont pas nés pour faire de la perte. Donc c'est compliqué. Donc, concernant les dons, tu as parlé de Mhm. dons. Je sais que ici, lorsqu'on fait des dons, c'est un peu défiscalisé par la suite. Et c'est vraiment bien structuré. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, par exemple, dans les églises, on a beaucoup de dons. Tu vois, je me dis, c'est aussi un moyen de... Pourquoi tu rigoles? Non, mais je sais pas. Tout à l'heure, tu as parlé de payer des voitures cash Uh-huh. à 30 millions. Je me dis, mais en fait, on fait aussi des dons au Seigneur à 30 millions. Donc, est-ce que là, le pasteur ou le prêtre, il doit refuser et aller vous voir pour dire, bon, je sais pas, est-ce qu'il y a une déclaration à faire ou bien il doit y avoir quand même Tu as dû une sonnette remarquer d'alarme pour qu'en dire, mais en France, fait, maintenant, même à Lourdes, ils te mettent le paiement sans contact et autres pour faire tes dons. Faut pas penser que c'est un effet de mode, hein. C'est de la lutte anti-blanchiment. Parce que les banques, les églises, les mosquées, les ONG sont considérées comme ce qu'on appelle des OBNL, des organismes à but non lucratif. En France, ils sont assujettis à la LBCFT. Chez nous, ici, c'est récemment, avec la nouvelle loi de 2023, qu'ils ont été assujettis. Eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont assujettis. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que les banques, les églises, là, c'est les gros endroits de blanchiment d'argent. C'est, c'est pas comment j'ai expliqué. Mais s'il y a une entité où on peut blanchir l'argent, même, c'est les églises. Tu comprendras pourquoi il y a beaucoup d'églises qui s'écrivent encore. mais tout à l'heure, tu as dit qu'elles ne savent pas. Mais elles savent pas Oui, il y en a elles beaucoup pensent que d'églises, c'est comme vraiment, c'est affaire de je Dieu. remarquais. Eux, ils sont pas dans les affaires du monde. Sauf que les églises pilulent tellement que, comme tu as dit, c'est facile l'un pasteur de venir te dire que non, j'ai prié pour quelqu'un, il a gagné un gros marché, il est venu m'a donné 10 millions. La preuve, Tout à fait. il a trouvé 10 millions là où toi, tu prends seulement. C'est avoir un registre de donateurs.
Normalement, c'est censé être numérisé. Maintenant, si tu as la preuve D'accord. écrite, c'est pas mal. Mais tu dois recueillir nom, prénom du donateur, pièce d'identité. Et au-delà d'un montant, tu es censé déclarer pareil. De dire, ah, bonjour, la CENTIF. La CENTIF, c'est Jean Tracfin en France. C'est l'autorité chez qui tu vas faire un griffe aquatoya pour dire, ah, attention, cette personne-là, elle blanchit un peu. Essayez de creuser de ce côté-là. Et la CENTIF ou Tracfin travaille Mhm. avec le procureur de la République. La CENTIF, ils sont Ok. censés, En fait, au-delà de 5 mhm. millions, je crois, dire à la CENTIF, bonjour, il y a un monsieur qui est venu, il nous a donné 10 millions en espèces. On a pris, mais voilà les informations qu'on a sur cette personne. Ils sont censés faire ça pour chaque personne qui dépose en espèces plus d'un certain montant. D'accord. Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils savent? Je ne sais pas. En Côte d'Ivoire, je vois. Mais il faut leur dire maintenant. Il faut leur dire. Mais dis maintenant Ils vont, aux en fait, églises non. qu'elles sont assujetties à En ce fait, en contrôle-là. Côte d'Ivoire, on a un problème de surveillance. C'est pas la BCAO qui contrôle les Mhm. banques là. Qui va aller contrôler les églises? Normalement, ils sont censés avoir un contrôleur qui est censé aller vérifier. Mais si personne ne te contrôle, pourquoi tu as appliqué les règles? Tu vois? Si personne ne te contrôle, En fait, c'est au niveau de la en mise l'effectivité des c'est lois qu'il y a un et c'est problème. pour ça Les qu'on lois est sanctionné à existent. chaque fois, Maintenant, hein. comment les mettre en Dans le rapport d'évaluation mutuelle, là, on dit, le dernier rapport dit qu'on n'a pas d'autorité de régulation pour chaque assujetti. Ils ont créé une autorité pour tout ce qui est jeu de hasard et loterie, qui s'appelle l'ANJ. Est-ce Mhm, qu'elle contrôle actuellement? Je ne sais mhm. pas. Mais nous, en tant que cabinet, on s'est fait contrôler récemment par notre nouvelle autorité régulatrice. Mais est-ce que les autres sont contrôlés? Non. Pour les églises, je ne sais pas s'ils ont une autorité régulatrice. Je ne sais pas. Je sais que pour le milieu immobilier, ils en ont mis un pour les cabinets, c'est l'ordre des experts comptables. Les banques, c'est la COBA ou la BCAO. Mais tant qu'il n'y a personne pour te surveiller, c'est comme si tu dis à un enfant, fais tes devoirs. Il sait qu'il ne sera pas contrôlé. Ça, pourquoi j'irais me fatiguer pour aller tenir un registre et puis même ton donateur psychiatre te dit non, moi je veux rester discret. Donc tu vois les pasteurs d'Abidjan maintenant qui roulent dans les classes G, qui roulent dans les... Dieu les a C'est Dieu bénis. qui les a bénis. C'est Dieu, mais qui va venir remettre ça en Ok, doute? Personne. Et franchement, ok. c'est pour ça en partie que j'étais rentrée en Côte d'Ivoire parce que je me disais, il y a beaucoup de choses à apporter avec ce que j'ai vu en France et tout, je peux aider. Mais bon, tu aides, hein, mais tu peux pas aider au-delà de certains niveaux. Il y a des choses que tu vois, tu sais que c'est pas bien, tu sais que on peut faire autrement. Mais déjà, moi, je suis consultante. C'est pas comme si je travaillais dans le gouvernement pour changer quelque chose. Mais même ceux qui travaillent dans le gouvernement, je pense que c'est difficile parce que comme tu as dit là, comment faire comprendre à une tata qui n'est pas partie à l'école là-bas? Tu vas à la banque. J'ai vu un post un jour sur Facebook, quelqu'un qui disait, mais quand tu vas à la banque, c'est comme si tu partais aux urgences. Tu vas attendre jusqu'à ton propre argent. Tu assis souvent même, tu viens, tu passes toute ta journée là. À la fin de la journée, il n'y a pas de réseau. Tu vois, donc les gens sont déjà réfractaires même au système bancaire. Moi-même, en ça, quand je suis Mhm. venue à Abidjan, même, hein, je ne voulais pas ouvrir mon compte dans une banque traditionnelle. J'ai ouvert mon compte Jamo. D'accord. Ah, j'ai ouvert mon compte Jamo sans vouloir faire la publicité, qui est un compte en ligne. Mon employeur dit qu'il paye pas dessus. Donc j'ai été obligée d'aller ouvrir un compte dans une banque dont je ne citerai pas le nom. Je n'ai pas fait de mauvaise publicité. Mais voilà, c'était désespérant. Donc c'est pour te dire que rien ne facilite en fait même le fait de... Parce que la tante va te dire que non, j'ai ouvert mon compte, quand ils vont vouloir récupérer mon argent, ils vont pas vouloir. Ce qui est vrai, ici, tu ne peux pas retirer l'argent en caisse. Tout à l'heure, tu as parlé de jam ou de transactions pour les entrepreneurs. Donc, on a beaucoup d'entrepreneurs ici qui ont leurs activités en Côte d'Ivoire. Est-ce que le fait d'être établi en France et d'avoir une activité en Côte d'Ivoire, sachant que la Côte d'Ivoire est sur une liste noire, je sais pas, liste grise ou noire, grise, ok, il n'y a pas des conséquences pour ces entrepreneurs-là. Parce que, Oui, bon, est-ce qu'il faut déclarer... Parce que, voilà, si tu me dis que la Côte d'Ivoire est sur ces différentes listes, il y a quand même des risques pour ces personnes parce que la Côte d'Ivoire, avoir son activité en Côte d'Ivoire, peut-être va attirer plus l'attention sur l'entrepreneur. oui.
Et puis l'autre question, c'est de savoir, est-ce que voilà, il faut créer le compte en Côte d'Ivoire pour que l'argent soit en Côte d'Ivoire, ou bien il faut créer le compte en France. Tu vois, il y a beaucoup de questions. Très souvent, j'ai des questions par rapport à ça. C'est problématique. Comment il faut facturer, quelle fiscalité. Tu vois, tout ça. Donc, qu'est-ce que tu peux répondre à ces entrepreneurs? Bon, Qu'est-ce qu'ils doivent savoir déjà, aujourd'hui concrètement? euh, au niveau même individuel, même, cette histoire de liste grise là, c'est une conséquence sur nous. Je donnerai mon exemple. Moi, j'avais un compte Revolut où j'avais de l'argent. J'ai ma Mhm, carte Revolut sur mhm. laquelle avec laquelle je pouvais approvisionner mon compte Jamo. Soit dit en passant, hein, je dis aux entrepreneurs, si vous voulez ouvrir un compte à Abidjan, là, ouvrez Jamo. Je ne travaille pas pour eux, mais franchement, si vous voulez avoir la même qualité de service qu'en France, c'est la seule banque que j'ai trouvée qui répond. Tu vois pas de gestionnaire, pas de chichi, pas de Ok, gratté. Franchement, c'est bien. ok. Maintenant, si vous voulez aller ouvrir d'autres comptes, ça vaut risque et péril. Vous allez vraiment devoir venir trouver l'argent pour payer les billets d'avion pour venir régler les problèmes ici. Moi, à un moment donné, à cause de la liste grise, je n'arrivais plus à utiliser mon compte Revolut ici. Parce que les comptes français, les applications françaises ont commencé à refuser les cartes ivoiriennes. Quand je tape ma carte Jamo sur mon compte Revolut, c'est écrit en gras blanc, les cartes ivoiriennes ne sont pas acceptées. Donc, pour un entrepreneur Waouh. qui a une activité à Abidjan ici, qui doit approvisionner un compte à Abidjan, si c'est par ce moyen-là, ça sera compliqué. Si c'est par virement, ça va prendre plus de jours. Si avant ça prenait 24 heures, ça va prendre plus de jours parce que la banque française va demander plus de justificatifs pour pouvoir effectuer l'opération. Si tu dois acheter quelque chose avec une carte ivoirienne, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. J'ai déjà essayé. Un entrepreneur, Blacklisté. ça peut avoir beaucoup d'incidences, des retards dans ses commandes, parce que si on prend du retard pour traiter tes transactions, tu peux perdre des marchés. Si on te demande des justificatifs que tu n'as pas, tu peux perdre des marchés. Si tu as une carte ivoirienne que tu utilises pour faire des achats, ça peut te poser des problèmes. Des pays peut-être qui peuvent même refuser que tu puisses utiliser ta carte au GAB ou au guichet. C'est compliqué. C'est vraiment très, très, très compliqué. Et plus ton activité est grande, plus ça sera problématique. Il y a des transactions, des opérations que tu ne pourras pas faire ou alors qui vont prendre beaucoup de temps pour rien. Pas parce que ton opération a un problème, c'est pas forcément lié à ta personne, c'est lié au pays de destination ou d'origine des fonds. Et j'ai une question concrète. Quel est le montant minimum? Bon, peut-être que tu vas en rire, mais le montant minimum à avoir sur soi, maximum, pardon, le montant maximum à avoir sur soi, pour ne pas qu'on parle de blanchiment en Côte d'Ivoire. Si ça existe, Alors, en France, parce que je pense c'est 10 qu'en 000 euros, France, on doit pas je crois. En 10 France, 000 c'est 10 euros. 000 euros. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, normalement, je crois que c'est 5 millions. Tu n'es pas censé avoir plus de 5 millions sur toi en espèces. Donc, les gens que vous voyez qui font les travaillements, qui font, normalement, hein, c'est censé être, ils ont censé être poursuivis. Je pense que peut-être les gens, les régulateurs ne voient pas. Tu n'es pas censé voyager avec plus de cette somme-là. Ok. Alors que je sais, je ne vais pas citer des noms, qu'il y a des étudiants ivoiriens, quand ils voyagent, les parents foutent l'argent sur eux pour ne pas avoir, Oui, bien sûr, pour ne pas avoir payé oui, les bien frais. sûr. Tu n'es pas censé avoir plus de 5 millions sur toi, comme tu n'es pas censé faire un achat de plus de 5 millions en espèces. C'est pas possible. 5 millions en espèces, tu n'es pas censé te balader avec plus de 5 millions en espèces. Voilà, tu as ta carte bancaire Ah qui est là. ouais, Il faut utiliser ta ok. carte. Merci beaucoup, Nancy. Franchement, c'était un échange très enrichissant. Je t'en J'ai prie. appris aujourd'hui que on dit pas blanchissement, Voilà, on dit blanchiment. exactement. Que nos comptes sont sous surveillance. Il faudrait Mhm. faire attention à nos transactions. On ne doit pas avoir plus de 5 millions sur nous. Et les églises, les entreprises sont également assujetties à des contrôles. Aujourd'hui, on a essayé de brosser les différents sujets, mais l'idée également avec Philadelphia Corporate, c'est de faire de la sensibilisation. Donc, je pense que les prochains thèmes qu'on va couvrir, ce serait juste une sorte de leçon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que la loi dit? Par exemple, la peine pour un blanchiment. Donc, ce serait bien comme ça. On va y réfléchir ensemble. Merci beaucoup. Et puis, bon, bonne continuation.